toujours en synergétique chimie. Ok. Donc, on va lire d'énoncer ensemble. J'ai l'habitude de vous dire qu'il faut mettre le bac à côté, la machine bien sûr. Donc, on réalise l'oxydation des ions iodide I- en I2 par le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée H2O2 en milieu acide. Donc là, attention, on a mis ça en milieu acide. À l'instant t égale à 0, on mélange, en volume V1 est égal à 2 cm3 d'une solution d'iodide de potassium de concentration molaire volumique C1 est égal à 2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. En volume V2 est égal à 10 cm3 d'une solution d'eau oxygénée de concentration C2 est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et en volume V3 est égal à 8 cm3 d'acide sulfurique de concentration en ion H3+. C3 est égal à 8 fois 10 puissance moins 1 moins mol par litre. Alors, la première question qu'on nous demande ici, c'est d'écrire l'équation bilan électronique des coupes redox. Et en déduire l'équation bilan, on donne les potentiels standards ici. Les couples d'abord. E de I2 I- qui est égal à 0,54 volts. E de H2O2 de H2O est égal à 1,77 volts. La première question c'est quoi? C'est de calculer, écrire les demi-équations électroniques et les coupes redox, des coupes redox, et en déduire l'équation bilan de la réaction. Alors, maintenant, l'autre jour, je vous ai montré comment faire. Ça veut dire qu'il y a des méthodes. Il y a une méthode, ça veut dire la règle de gamma. Ok, on doit passer d'abord par la règle de gamma. Bien sûr, en tenant compte qu'ici, on a dit que c'est un milieu acide. C'est un milieu acide. Donc ici, on a H2, I2, I-, c'est 0,54 ou 0,55, c'est pas grave. Donc, parfois on met 0,54, 0,55, c'est pas grave. Ici, H2O2, H2O, 1,77. Donc là, on a ici 1,77 H2O2, ça doit être là, ok, c'est le plus grand, ok, donc H2O2, H2O, I2, I-. Donc là, vous avez la règle de gamma. Ok, pourquoi j'ai mis ici H2O2? Pourquoi j'ai mis ici I2, I-? H2O2, j'ai mis ça ici parce que son potentiel standard, c'est 1,77. Et l'autre, c'est 0,54. Donc, le plus grand est là, le plus petit est là. OK? Donc, là, H2O2, demi-équation, donne H2O. OK? Donc, là, on a H2, là, on a H2. Là, on a O2, là, on a un seul O. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 pour que ça soit équilibré. Mais on a créé un autre problème en multipliant par 2 parce que le 2 est multiplié par toute la molécule. En fait, 2 fois 2 ici, on a 4H. Là, par contre, on n'a que 2H. Mais là, 2 fois O, on a 2 O. Mais par contre, ici, là, on a 2 O. Là, c'est bon. Mais là, pour que ça soit équilibré, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça soit équilibré, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute plus 2H. Plus 2 électrons de moins. OK? Donc, ici, on a dit ça, c'est un milieu acide, il faut faire attention. On a dit que ici, c'est un milieu acide. Donc là, on peut attendre jusqu'à l'équation à la fin pour le transformer le H2, le 2H plus plutôt. Donc là, on a I2, I-. Donc rappelez-vous très bien, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on avait dit l'autre jour? On avait dit que ici, pour le premier couple, H2O2, H2O, on va dire H2O2 donne H2O. Mais pour le deuxième couple, attention, c'est I- donne I2. Quand tu fais I2 donne I-, tu vas tout cocher. Tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit le contraire. Donc la I- donne I2. Donc ici on a I2, ici on a un seul I. Donc on multiplie par 2 pour que ça soit équilibré. Donc, du point de vue moléculaire, c'est équilibré, mais du point de vue ionique, ce n'est pas encore équilibré. On ajoute 2
2 électrons de moins. Ok? Donc là, on a l'équation bilan de la réaction. Ça veut dire ici, H2O2 plus 2H plus 2I-. Donc H2O2 plus 2H plus 2I- donne l'équation bilan 2. Bon, on peut... Mais c'est la même chose. On peut mettre le I2 ici, plus 2 H2O. Mais ici, le problème est que qu'est-ce qu'on a dit? On ne va pas s'arrêter ici parce que dès qu'on s'arrête ici, l'équation est inachevée. L'équation est inachevée. Ici, dès qu'on s'arrête ici, l'équation est inachevée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit un milieu acide. Donc, solution, etc. Mais là, on travaille dans le milieu acide. Et ici, on est obligé de mettre H3O+, qui caractérise bien sûr les acides. Ça veut dire qu'on va un tout petit peu transformer l'équation bilan de réaction. Ça veut dire comment? C'est très simple. On va mettre H2O2 plus le 2 H3O+, plus 2I- donne I2. Donc, là, on a 2 fois 3, c'est 6. Là, pour les hydrogènes. Et là, 6 plus 2, ça fait 8. Pour que ça soit équilibré, on doit multiplier ici, on doit transformer ici un petit peu l'équation, on doit multiplier par 4H2O. Ça veut dire qu'on a 4 fois 2, c'est 8. Et là aussi, on a, bien sûr, 8. Maintenant, en regardant, vous allez voir que tout à fait, c'est équilibré, même les oxygènes. Ici, on a 2O, 2O, 4O, 4O. OK? Etc. Vous allez voir que c'est équilibré. Alors là, ce n'est pas toujours le cas, mes chers élèves. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand on vous dit qu'on travaille dans un milieu acide, vous êtes obligé de transformer ici l'hydrogène par H3O, H3O+. OK? Alors, donc retenez ça très bien. Bien sûr, quand on travaille dans un milieu acide, l'hydrogène, vous allez transformer ça et bien sûr, vous allez équilibrer l'équation bilan de réaction. Voilà. Et bon, la question, machallah, c'est terminé. Mais parfois aussi, au baccalauréat, on peut vous poser une question en général, vous passez à côté. On vous dit H3O+, joue-t-il un rôle de réactif ou de catalyseur? Parce que H3O+, peut jouer en fait 2 rôles. Il peut être catalyseur, parce que catalyseur, par définition, c'est quoi? C'est une substance chimique utilisée à faible dose, mais qui n'apparaît pas dans la réaction. Maintenant, c'est une substance chimique. Bon, il est à faible dose. Oui, il y a quand même meilleur de la réaction. Mais tu ouvres la réaction. Il y a quand même ici, là, H3+, travaille ou pas travailler, vos réactions. Il est là. Maintenant, il ne joue pas ici un rôle de catalyseur. Il va jouer ici un rôle de réactif. Maintenant, c'est-à-dire que les de la réaction, il joue un rôle de réactif. Les autres de la réaction, maintenant, il joue un rôle de catalyseur. On va revenir un petit peu à la définition, bien sûr, d'un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Vous savez très bien que catalyseur, vous avez 2 types de catalyseurs, homogène et hétérogène. Bon, on continue. Cette question, alhamdoulilah, on a fini. Pour la deuxième question, on vous demande de calculer à l'instant t égale à 0 les concentrations initiales des réactifs de I- H2O2 et de H3O+. Préciser alors le réactif limitant. Donc, il faut d'abord savoir la signification du réactif limitant. C'est quoi le réactif limitant? C'est le réactif le plus petit. Maintenant, comment déterminer le réactif limitant? Il faut d'abord calculer, soit ici, c'est la concentration qu'on nous demande. Donc, il faut d'abord calculer la concentration initiale, C fois V divisé par le volume total. Ça veut dire des 3 réactifs qu'on a ici, parce qu'on a 3 réactifs, 3 volumes, bien sûr, qu'il faut faire. Et après avoir fait ça, on divise par des coefficients stoichiométriques. Et enfin, on va les comparer. Et dès qu'on les compare, les plus petits correspondent, bien sûr, au réactif limitant. Bismillah, on va le faire. Bon, on peut commencer par la concentration de I-. 1, 2. Les concentrations initiales.
Alors, on va commencer par la concentration de I- initiale, qui est égale à C. Dans l'exercice, c'est C1 fois V1 divisé par le volume total. Volume total, c'est V1 plus V2 plus V3. Bon, s'il y a V4, on va mettre V4. Volume total tout simplement. OK? Donc, d'après mes calculs, ici, on va trouver 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. OK? Maintenant, la concentration initiale de H2O2 initiale égale à C2 fois V2 sur V total. OK? Bon, d'après mes calculs aussi, c'est 5 fois 10 puissance. 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, on va faire la même chose aussi pour H3 au plus. La concentration de H3 au plus égale à C3 fois V3 divisé par volume total égal. Alors, ici on va trouver 3,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, là, on va voir lequel d'entre eux est le réactif limitant. OK? Alors, quand on prend ici I-, on divise par 2. Parce que son coefficient isométrique ici, c'est 2. OK? Ça est là, c'est 2. On aura 10 puissance moins 2. H2O2, ici, on va diviser par 1. Parce que son coefficient isométrique ici, c'est 1. OK? Comme que c'est 1, ici, on aura 5 fois 10 puissance moins 3, ça ne changera pas. H3O plus, ici, c'est par 2. OK? Quand on divise par 2, donc on aura 1, quelque chose, fois 10 puissance moins 1. Donc là, il est clair que c'est H2O2 qui est le réactif limitant, ou SRA. OK? Donc on peut mettre ça comme ça. On peut dire comme H2O2 sur 1 est inférieur. La concentration de I- initiale sur 2 est inférieure à H3O plus sur 2 aussi. OK? Donc ici, on peut dire directement que H2, donc H2O2 est le réactif limitant. Donc, c'est le réactif limitant, maintenant, c'est le plus petit. OK, mes chers élèves, c'est clair? Alors, là, c'est terminé. La question, on peut dire la question 1-2. Préciser le réactif limitant. Donc, 2. On vous dit, la deuxième question, le diode formé donne une couleur brune, ce qui permet de mesurer la concentration de I2 formé à différents instants. La question 2.1, on vous dit ici, montrer que la relation liant la concentration restante de l'eau oxygénée H2O2 et I2 peut à tout instant, peut aussi bien sûr s'écrire sous la forme, ici, la question 2.1. Montrons que donc que H2, la concentration de H2O2 égale à la concentration de H2O2 initiale moins la concentration de I2. Donc on vous demande de montrer que H2O2 égale H2O2 initial moins la concentration de I moins. I2, pardon. Donc, mes chers élèves, là, on va utiliser la loi de Lavoisier. Ça veut dire que la concentration de H2
O2 initial égale à la concentration de H2O2 restante plus la concentration de H2O2 disparue. Ok? La concentration de H2O2 restante égale à la concentration de H2O2 initiale moins la concentration de H2O2 disparue. Ok? Or, d'après l'équation bilan de la réaction, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité, là ici, la concentration, ici, H2O2 et I2 ont les mêmes coefficients stoichiométriques. Ok? H2O2 disparaît, la concentration, on peut dire que donc la concentration de H2O2, ça va disparaître, est égale à la concentration de I2 formée. Ça, on peut le dire, n'est-ce pas? Ici. Donc, on peut écrire ça comme ça. La concentration de H2O2 restante égale à la concentration de H2O2 initiale moins la concentration de I2 formée, bien sûr. Voilà. Donc là, on a répondu à la question. C'est des choses très simples. Donc, c'est pas parce que là, vous voyez I2, H2O2, vous dites que voilà, c'est un peu difficile. Non, il n'y a rien de difficile en fait. Il faut tout simplement passer par les formules étape par étape. Et là, vous allez voir que c'est tout à fait très facile. Donc, la question 2, on a fini. Maintenant, la question 2. La question 2. Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, on donne la courbe H2O2 en fonction du temps. Représente l'évolution de la concentration de l'eau oxygénée en fonction du temps, voire physique. Donc ici, vous avez une courbe. Mais la courbe, c'est une courbe, bien évidemment, de disparition. Ok? De H2O2. Bon, ici, on a dit c'est fois 10 puissance moins 3. Mol par litre. Bon, ici, le temps en minutes. Alors, mes chers élèves, ici, vous savez qu'ici, H2O2 fait partie des réactifs. Et je vous ai dit que les réactifs disparaissent. Et les produits se forment, n'est-ce pas? Alors, la question 2.2.1, c'est quoi? Définir la vitesse de disparition de H2O2 et la calculer à l'instant T est égale à 7,5 minutes. Donc, la définition. Donc, c'est l'opposé de la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps, ce qui correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à une date t donnée. Donc, on va l'écrire. C'est de la concentration de H2O2 par rapport au temps, ce qui correspond coefficient, ce qui correspond à l'opposé, du coefficient directeur de la tangente à t égale à 7,5
Donc V est égal à moins dérivé de la concentration d'H2 au O2 par rapport au temps. Ok? Alors, on vous demande de la calculer. Alors, je vous ai montré l'autre jour comment calculer cette vitesse. Mais ici, c'est une vitesse de disparition. Mais notez bien qu'une vitesse, elle est toujours positive ici. En chimie, ici, la vitesse là, elle est toujours positive. Hein, la valeur de la vitesse des jobs, elle est toujours positive. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit en 6 mois, sinon, bon, là aussi, c'est décroissant. On le sait très bien. Mais là, en calculant, la valeur de J-bar est positive. Dès que tu trouves une valeur négative, c'est faux. Alors, donc à l'instant t égale à 7,5, en projetant, ici, on trace la tangente. En traçant la tangente est déjà tracée ici. Ok? La tangente, elle est déjà tracée. Ok? Mais, comme je vous l'ai dit l'autre jour, vous choisissez 2 points, mais de préférence, début et final. Ok? Donc, ça sera V est égal à moins, parenthèse, concentration de H2O2 au point B, moins la concentration d'H2O2 au point A, sur TB, point TA. Bon, vous pouvez trouver un petit peu des vitesses différentes. Oui, c'est possible de trouver des vitesses différentes, mais pas éloignées. Ça veut dire des vitesses un petit peu approchées. Ok? Là, on peut trouver 1,5, l'autre peut trouver 1,4 ou 3. Ok? C'est pas aussi méchant, c'est des choses qu'on peut tolérer au baccalauréat. Ok? Mais il y a des valeurs, il y a des intervalles en fait, il y a un intervalle qu'on tolère. Mais dès que tu dépasses cet intervalle, ça veut dire que tu as mal choisi les points. Tu as mal choisi tout simplement. Ok? Tu choisis les points que tu veux sur la tangente, c'est pas sur la courbe. Sur la tangente, il faut faire la différence. Ok? Ben, choisis sous les points, 2 points sur la tangente. Il y a pas de préférence, de vous. Bidéo, prenez le début et la fin, c'est tout. C'est plus simple. Alors, là, moi j'ai pris, donc V de H2O2 est égal à quoi? À moins, voilà, 1,3 moins 3,6 sur 12,5 moins 2,5. Voilà. Donc ce sont des choses très simples, mais malheureusement au baccalauréat, si tu ne fais pas attention, tu passes à côté. Il y a des valeurs, ou il y des parenthèses, automatiquement tu vas trouver. En chimie, tu peux assurer 7 points. 7 sur 9, 8 parfois. Bon, en physique, tu peux te débrouiller pour avoir un 4, un 5, pourquoi pas. Donc, là, d'après mes calculs, j'ai trouvé égal à 2,3 par 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. Bon, vous allez me demander, est-ce que toujours c'est mol par litre? Non, pas du tout. Si c'est la quantité de matière, c'est mol par minute, par seconde. Vous savez pourquoi minute, pourquoi seconde, pourquoi heure. Ça, vous avez fait ça, bien sûr, quand vous, pendant la leçon. Vous avez des réactions qui sont rapides, lentes, très lentes. Ok? Alors, on continue. Et on vous demande ici en déduire la vitesse de format A. C'est ce que je disais, la vitesse de formation du I2 à cet instant. Vous allez me dire, monsieur, comment? Nous, on a une vitesse de disparition. Et comment déduire une vitesse de formation? C'est très simple. Il faut passer par ce qu'on appelle la relation entre les vitesses. Parce que c'est la vitesse de disparition. Bon, vous allez me dire comment on peut trouver une vitesse de formation. Parce que là, la courbe qu'on a, c'est la vitesse, c'est une courbe de disparition. Et de H2O2, pas le I2. Vous allez me dire, mais c'est comment? C'est très simple. Vous allez passer tout simplement déduction de VI, I2. À cet instant, c'est très simple. On va dire V de H2
V de H2O2 divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est quoi? C'est 1, n'est-ce pas? Est égal à V de I2. C'est sur 1 minute, ça veut dire que ils ont les mêmes vitesses. Ok? Si c'était là, on va diviser par 2. Ok? Donc ça sera pareil. Ça sera 2,3, ça ne changera pas. 2,3 par 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. Ok? Donc ils ont les mêmes coefficients stoichiométriques. Et là c'est bon. Maintenant la question 2. Calculer la vitesse moyenne de disparition de H2O2 entre l'instant t est égal à 2,5 et l'instant t est égal à 12,5 minutes. Donc, on vous demande de calculer la vitesse moyenne. Donc, il y a une différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Ou la vitesse instantanée, on va vous donner une date et grâce à cette date, à l'aide de cette date, bien sûr, on va tracer la tangente. Mais en général, je vous ai dit qu'au baccalauréat, on vous trace la tangente. J'ai dit en général. Parfois, on peut ne pas vous donner la tangente. Mais quand on vous donne une date, cette date-là, vous tracez la tangente. À travers la tangente, vous allez prendre 2 dates. Ça, c'est la vitesse instantanée. Mais la vitesse moyenne, on va vous imposer 2 dates. 2 dates. Tu n'as pas le choix de prendre... Non, pas du tout. On va te donner 2 dates. Grâce à ces 2 dates, tu vas projeter sur la courbe. Pas sur la tangente. Tu vas projeter sur la courbe, la vitesse moyenne. Ok, c'est la variation de la concentration de H2O2 ici par rapport au temps. Ok, donc calculons V de H2O2 à T. Donc à T égale 2,5 minutes. T1, T2 égale à 12,5. Donc là, on est obligé. Donc c'est l'opposé de la variation de la concentration de H2O2. Donc V de H2O2 égale à moins. Quoi, l'opposé de la variation? Variation de H2O2 par rapport au temps. Ok? V de H2O2 égale donc là, je mets les points que j'ai trouvés. V moyenne, bien sûr, c'est vitesse moyenne. Moins, donc 1,4 moins 3,8 fois 10 puissance moins 3 sur 12,5 moins 2,5. Donc ici, j'ai choisi quoi? J'ai choisi 12,5, d'ailleurs, c'est pas, je n'ai pas choisi, c'est les points qu'on m'a imposés. 12,5 correspond à 1,4. 2,5 correspond à moins 3,8. Donc ici, ce moins, c'est le signe qui est là. Donc, V moyenne de H2O2, ça sera égal à quoi? Mes chers élèves, calculés. 1,4 moins 3,8 fois 10 puissance moins 3 divisé par 12,5 moins 2,5. Allez-y, calculez. Bon, là quand même, moi j'ai trouvé 2,4 par 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la valeur, elle est toujours positive. N'est-ce pas? Alors, on vous demande ici de déterminer la dernière question 2, 3, le temps de demi-réaction. Donc, vous savez, vous connaissez très bien la définition du temps de demi-réaction. C'est quoi? C'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs limitants a été consommée. N'est-ce pas? Alors, maintenant, je vous ai montré comment déterminer le temps de demi-réaction. Mais attention, ici, c'est une vitesse de disparition, c'est pas pareil.
Donc là, tu prends cette concentration, tu divises ça par 2. Là. Donc T1,5, c'est là. Ok? Si c'était une vitesse de formation, qu'est-ce que tu fais? Là, tu divises ça par 2, là. Je vous ai montré ça. Maintenant là, T1,5, là, divisé par 2, tu projettes ça sur la courbe, là. Alors là, ça correspond au temps d'une réaction. Ok? Bon. Ici, notre courbe qu'on a ici, ça débute par 5, divisé par 2, c'est 2,5. Ok? Tu projettes ça, ça va correspondre à peu près à 7,5 minutes. Ok? 7,5 égale à 7,5 minutes. Bon. Pas d'après moi, c'est d'après la courbe. D'après la courbe. Bon, fin de l'exercice. Mes chers élèves, je pense que vous avez compris, parce que ici, le coût redox, alhamdoulilah, je pense que c'est clair. Qu'est-ce qui est nouveau ici? C'est bien sûr le H3O+, ici, qui est un tout petit peu nouveau. En milieu acide, quand on vous dit en milieu acide, il faut prêter attention. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut, quand tu ne prends pas le temps de lire, tu vas fausser, tu passes à côté. Tout ce qui est donné ici, c'est important. Il n'y a pas de données qui sont facultatives, attention. Alors, là, je pense qu'aussi c'est clair. Hein? C'est clair. C'est une vitesse de disparition, il faut mettre moins. Donc là, c'est tout simplement le cours. Donc, mes chers élèves, je vous remercie et à la prochaine.